On de la raconte sur Europe 1. Passionnante la première histoire du Journal du Monde que présente ce soir Virginie Selmen. Bonsoir à vous Virginie. Bonsoir Christophe. Nous allons en Inde où se livre une guerre des moustaches. Des jeunes gens de la caste des intouchables, qui est la caste la plus basse en Inde, ont décidé de se laisser pousser la moustache pour conquérir des droits. Oui, c'est une nouvelle forme de militantisme. Ces jeunes intouchables portent une moustache qu'ils n'ont en principe pas le droit d'arborer en raison de leur caste, parce qu'en Inde, c'est un signe de beauté, de fierté et de rang élevé. Des moustaches, vous savez, un peu comme celles des Maharajas, très fournies et recourbées aux extrémités. Et ils prennent beaucoup de risques parce qu'en Inde, on ne plaisante pas avec le système de caste. D'ailleurs, depuis quelques semaines, plusieurs intouchables, qu'on appelle aussi les Dalits, ont été passés à tabac. L'un d'entre eux, au moins, en est mort, frappé à chaque fois par des hommes de caste supérieure qui ne tolèrent pas que ces jeunes portent cette moustache. Les Dalits étaient déjà victimes de meurtres gratuits dès qu'ils faisaient quelque chose qui ne plaisait pas aux castes supérieures. Alors voilà, c'est leur façon de se révolter. Et ils gardent leur moustache néanmoins. Oui, ça a même presque un effet boule de neige. Au lieu de céder à la peur et de se raser, ces intouchables la portent fièrement et font des selfies qu'ils postent sur Twitter et Facebook avec des mots-clés comme Mister Dalit, ce qui est impensable en Inde. Vous imaginez bien appeler un intouchable monsieur. Ils ont lancé le hashtag le droit à la moustache pour sortir de cette impasse dans laquelle ils vivent depuis des millénaires. Ils sont censés vivre cachés. Ils n'ont pas le droit de passer dans certaines rues, pas le droit de boire l'eau des puits. Donc cette frange de la population qui n'a quasiment aucun droit, tout à coup, revendique un code vestimentaire, de l'audace et un langage qui frappe instantanément les esprits. Mais est-ce qu'au final, ça n'est pas un peu vain ? Alors, c'est un mouvement de désespoir. De toute façon, les intouchables peuvent se faire tuer impunément. Leurs meurtriers ne sont pas poursuivis. Pour preuve, les assassins présumés du jeune Dalit viennent d'être relâchés sous caution. Alors, ils utilisent les moyens à leur disposition. Les selfies et les réseaux sociaux, c'est peut-être le point de départ d'un mouvement d'ampleur. En tout cas, ça fait penser dans la forme au tout début du mouvement des droits civiques aux États-Unis, emmené par Martin Luther King. Passionnante histoire. Deuxième histoire de ce Journal du Monde. Nous allons à Fukushima, au Japon, parce que la mafia serait en train de s'accaparer les budgets colossaux qui ont été débloqués pour reconstruire la région, évidemment après l'accident nucléaire de 2011. Et oui, à la manœuvre, les Yakuza, la pègre japonaise. C'est Bernard Delattre, le correspondant d'Europe 1 à Tokyo, qui nous raconte ça. Bonsoir Bernard. Alors, comment concrètement la mafia se remplit-elle les poches à Fukushima ? Bonsoir. En jouant les courtiers en main-d'œuvre, par exemple. Fukushima connaît une très grave pénurie de personnel, comme tout le Japon. Dans ce pays, il y a très peu de demandeurs d'emploi. Le taux de chômage n'est que de 3%. Donc, les entreprises ont beaucoup de mal à embaucher. Pour trouver du personnel, elles doivent passer par des sous-traitants, des bureaux de placement, des courtiers, etc. Et c'est là que les Yakuza se sont immiscés. Ils fournissent énormément de chantiers en travailleurs journaliers, via une nébuleuse de sociétés écrans. Et bien sûr, ils prélèvent chaque fois de plantureuses commissions. Parce qu'à chaque embauche, l'employeur verse au courtier 1 ou 2 mois de salaire du travailleur qu'il a trouvé. Ça se chiffre en centaines de milliers d'euros par mois. Dernièrement, 3 chefs mafieux ont été arrêtés pour une affaire de ce type. Et Bernard, ces Yakuza, ils sévissent aussi dans d'autres secteurs ? Oui, Fukushima, depuis la catastrophe de 2011, c'est un peu l'Eldorado de la mafia. Les chantiers en cours dans cette zone emploient des dizaines de milliers d'ouvriers venus d'autres régions. Ils sont loin de chez eux et font souvent un travail très pénible. Donc la mafia se charge de les divertir, entre guillemets. Elle engrange là des profits faramineux grâce à la prostitution, au trafic de stupéfiants ou au tripot clandestin. Au fond, Bernard, la mafia, ça reste un gros problème au Japon ? Oui. Selon la police, le Japon compte environ 20 000 gangsters. Et ils gangrènent des secteurs comme le bâtiment, les travaux publics, la démolition ou les déchets. Autant d'activités qui, évidemment, tournent à plein à Fukushima depuis 2011. Et c'est tout bénéfice pour la mafia. Cela dit, les lois visant à lutter contre le crime organisé ont été durcies. Donc la mafia est un peu moins puissante qu'avant au Japon. En plus, il y a 2 ans, le plus grand gang nippon, le Yamaguchi-gumi, s'est déchiré en groupes rivaux qui depuis passent leur temps à se faire la guerre. Merci à vous Bernard Delattre, en ligne depuis Tokyo au Japon. 2 informations en bref, Virginie. D'abord, une information de Tunisie. Pour faire des économies, la Banque centrale veut réduire les importations. Elle a établi une liste de 500 produits qui sont jugés superflus. Oui, à commencer par les préservatifs, produits non essentiels pour la Banque centrale tunisienne. Problème, la Tunisie ne fabrique pas de préservatifs, donc le pays risque bientôt la pénurie. Dans le viseur également, des fromages raffinés, des produits de beauté, mais aussi
aussi les gants en latex qu'utilisent les chirurgiens pour opérer. Tout cela pour freiner le déficit commercial qui frôle les 4 milliards d'euros. Et puis, une info en provenance du Brésil où un slogan publicitaire pour du papier toilette fait scandale. Oui, c'est une pub pour du papier toilette de luxe de couleur noire. Dans le spot télévisé, on voit une actrice brésilienne blanche, nue, ce papier enroulé autour du corps avec ce slogan « Black is beautiful », littéralement « le noir, c'est beau », une reprise au mot près du fameux slogan des militants anti-apartheid sud-africains. Tollé général, évidemment, voici un exemple de réaction ulcérée d'un internaute. Des gens continuent de mourir parce qu'ils sont noirs. Cette expression est plus vitale que jamais. Mais au Brésil, si vous tapez « Black is beautiful », eh bien, vous trouverez du papier toilette. La communication nous vole tout ce qui est de plus précieux. Merci à vous, Virginie Salmen. Europe 1.